a d'ores et déjà enlevé un petit film que nous avions prévu en démarrage de notre table ronde avec tristesse, parce que c'était un film présenté par M. Gacon qui a créé la société Impact, qui est donc cité ici. Et je vous invite à aller voir son site. Impact, en fait, propose la mutualisation d'analyses financières expertes et certifiées partout dans le monde, ce qui permet de remonter des informations absolument formidables pour permettre le fléchage du financement. Sans plus attendre, j'appelle mon formidable panel pour travailler donc pendant les 40 minutes qu'on nous a généreusement accordées autour de le financement de la transition et notamment la nécessaire évolution des indicateurs innovants. On entend depuis ce matin que tout ça, ça coûte cher. Il faut pouvoir mobiliser des fonds. Et pour mobiliser des fonds, on a besoin de collecter des informations. Et c'est là où l'intelligence artificielle peut être d'un grand secours, à condition de faire les choses correctement et intelligemment. C'est ce que notamment M. Gacon nous aurait raconté à travers la collecte des informations chez Impact. Mais ce qui va se passer, en fait, cette transition, elle a lieu partout dans le monde, elle a lieu sur tous les secteurs d'activité, et les investisseurs, eux, ils sont tous plus ou moins concentrés dans les pays du Nord, souvent, et souvent dans les villes, et ils ont besoin d'avoir des éléments à leur disposition pour s'assurer que les investissements qu'ils vont faire, et donc le financement qu'ils vont accepter de faire, se fait dans les bonnes conditions, qu'ils disposent des bons indicateurs et des bons KPIs pour mesurer la performance de leur investissement. Donc, pour commencer à travailler sur ces sujets, je remercie Alexandre Borde, donc de la société Cibola Partner, dont vous avez eu un aperçu ce matin avec Yang. Et Alexandre, la collecte d'une information de qualité, notamment quand on est dans la brousse, je reprends vos termes, pour pouvoir proposer justement des projets à des investisseurs qui, eux, sont plutôt dans de magnifiques immeubles en verre, en ville et plutôt dans le nord. On fait comment? Et qu'est-ce que Cibola apporte sur ce sujet-là? Merci. Merci Laure et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors, peut-être un mot sur effectivement nos activités. Alors, on est une société de conseil depuis 20 ans sur les sujets climatiques et essentiellement en finance climat, c'est-à-dire on appuie les pays du Sud pour les aider à soit faire leur transition énergétique, et parfois c'est même pas une transition énergétique, c'est simplement s'électrifier parce qu'ils n'avaient pas d'électricité, et dans d'autres cas, de plus en plus, de s'adapter au changement climatique. Au départ, dans les négociations internationales, on ne parlait que d'atténuation, et puis les pays du Sud, assez vite, ont manifesté leur mécontentement en disant que eux n'avaient pas de problème de décarbonation, puisqu'ils n'émettaient pas de CO2, mais qu'il fallait s'adapter. Alors, on les accompagne avec cette particularité, effectivement, c'est que nos bénéficiaires, qui sont les pays du Sud, ne sont pas nos clients. Les clients, ce sont les acteurs des pays du Nord, c'est-à-dire les agences onusiennes, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, mon voisin y a travaillé, je crois, et la BEI, etc., etc. Alors, ces acteurs-là, c'est nos clients, donc, ils sont extrêmement exigeants en termes de données, parce que pour accepter de financer, alors ça peut être des financements sous forme de dons, de prêts, de garanties, etc., ils veulent avoir des données précises sur la situation des pays du Sud dans lesquels on intervient. Alors, il y a des pays où vous avez des données dans les pays émergents, mais la question se pose même chez nous sur les questions dont on parle. Il y a parfois pas beaucoup de données. Et donc, depuis toujours, on a été confronté à ce travail. C'est nous qui sommes impliqués là-dessus pour aller chercher de la donnée. Alors, c'est évidemment faire ce qu'on appelle une revue bibliographique détaillée, aller sur le terrain, faire ce travail de collecte, aller dans la brousse parfois et interroger les agriculteurs là où il n'y a même pas de recensement qui sont faits dans certains pays. Donc, on fait ça de façon ponctuelle. Et ensuite, on analyse, on met tout ça en forme et on sort nos rapports. Alors, c'est soit pour les financements de projets, soit des stratégies climat de ces différents pays. L'intelligence artificielle nous aide considérablement. Et effectivement, nous, c'est à la fois nous, mais aussi
interlocuteurs dans les pays du Sud, nous aide considérablement. Alors, à la fois, par exemple, pour réaliser des inventaires de gaz à effet de serre, il y a des pays où on part de très très loin. Donc, effectivement, les données sont essentiellement très parcellaires. Et donc, l'intelligence artificielle permet, avec tous ces documents qui sont fractionnés à droite à gauche, dans le bureau de tel fonctionnaire, mais qui ne veut surtout pas la partager avec son voisin, et bien, une fois qu'on arrive à l'obtenir, on peut, à travers, on parlait d'OCR, c'est-à-dire on scanne les rapports et puis on a le contenu digital. Alors c'est de l'information qualitative et parfois quantitative. C'est évidemment des statistiques qui... moi, je suis statisticien de formation, j'ai fait l'économétrie. Donc les séries temporelles, ça n'existe pas. Il y a très peu de données... alors, il y a des données récentes de plus en plus, mais c'est des données qui sont produites sur les inventaires de gaz à effet de serre sur tous les 5 ans. C'est-à-dire que les pays, tout d'un coup, il y a une équipe comme nous qui débarque, on les aide en amont de la COP 21, par exemple, on a beaucoup travaillé, et on vient de façon ponctuelle. Donc l'intelligence artificielle nous aide considérablement dans ce travail. Alors je voudrais juste, parce que je sais que le temps est court, tout de même dire que c'est très pratique et c'est très bénéfique à ces pays-là, hein, parce qu'ils ont des données plus fiables, plus convaincants auprès des pays du Sud. Simplement, ça bénéficie aux pays et aux bailleurs dans notre processus, mais il ne faut quand même pas, oublier hein, qu'il y a, dans les pays les moins avancés, il y a 2,7 milliards d'habitants qui n'ont pas accès à Internet. Alors, vous voyez, il y a aussi un risque, par rapport à l'intelligence artificielle et la logique nord-sud, d'accroissement du fossé technologique. Je voudrais finir là-dessus parce que tout n'est pas rose avec l'intelligence artificielle quand on intervient dans les pays du Sud. C'est pratique pour compiler ces données, mais il ne faut pas oublier aussi ce fossé technologique qui existe et qui s'accroît à cause de l'intelligence artificielle. Merci Alexandre. Donc effectivement, l'intelligence artificielle, elle va nous permettre d'aller draguer le plus large possible pour récupérer de la donnée, mais ça, du coup, ça va être une donnée qui va être pas forcément équilibrée, ça va être une donnée qui va être désordonnée et pas toujours fiable, parce que finalement, de sources différentes, de méthodologies d'acquisition différentes. Comment est-ce que les projets E, S et G, donc le E étant celui qui nous préoccupe aujourd'hui, qui sont aujourd'hui très dépendants de la data pour pouvoir justement récupérer cette fameuse information qui va permettre de justifier aux investisseurs les choix d'investissement qui ont été faits, est en train de s'organiser justement pour être à la fois comparable, efficace, pertinente et surtout fiable. Sébastien, vous représentez ici le cabinet Seabird, qui est un cabinet donc spécialisé dans l'accompagnement du secteur financier, plus particulièrement de l'assurance. Quelle est votre position par rapport à ces sujets de sourcing, pour dire dans le jargon? Oui, tout à fait. D'ailleurs, avant de commencer à parler de technologie, d'IA, ce genre de choses, vous expliquez aussi un peu la chaîne de valeur de la donnée, c'est-à-dire qu'on a deux grands ensembles d'acteurs sur le marché qui sont nécessaires, qui doivent travailler ensemble. D'une part, les entreprises, donc les corporates, qui doivent publier leurs informations, mais aussi les investisseurs qui ont besoin de ces informations pour différents usages. Donc les usages dont on parle, c'est quoi? Très brièvement, un gestionnaire d'actifs qui doit travailler sur des fonds ESG, doit déjà définir sa politique d'investissement, de stratégie ESG. Donc pour ça, doit avoir données pour évaluer les sociétés ou pas à mettre dans son portefeuille, doit avoir ces données pour simuler l'impact sur son portefeuille en fonction de ses allocations. Une fois que le fonds est en place, que l'investissement est fait, il faut monitorer cette activité, pouvoir justifier de ces investissements, vérifier la conformité des investissements par rapport à la stratégie initiale, et ensuite aussi faire du reporting, que ce soit du reporting interne pour les activités internes, des activités de reporting pour les clients, mais aussi, il ne faut pas les oublier, les régulateurs qui demandent des reporting. Donc, et dans cette chaîne de valeur, on a deux réglementations importantes. Une qui s'appelle SFDR, donc c'est un acronyme, SF veut dire Sustainable Finance. Donc cette réglementation gère comment les investisseurs doivent gérer la finance durable. Et on a CSRD qui est plus connu des entreprises, c'est pour corporate, qui sert vraiment à réglementer comment les entreprises doivent travailler sur ces sujets. Et donc, pour un investisseur, pour faire toutes ces activités, il a besoin d'énormément d'informations. L'inconvénient étant qu'elle est d'une part hétérogène,
pas toujours dans des formats très lisibles, souvent d'ailleurs dans des rapports annuels ou des choses qui sont non standardisées et difficiles à lire, quand elles sont disponibles. On parlait ce matin aussi du fait que beaucoup d'entreprises et que la transition se fera par les ETI, par les PME, par les régions. Sachez que pour les investisseurs, c'est relativement facile de trouver de l'information pour les entreprises cotées. Par contre, pour les entreprises non cotées, c'est très compliqué, voire impossible, puisqu'en fait, ces entreprises-là, ou c'est pas leur priorité, ou c'est un exercice qui est relativement compliqué à faire, elles ont du mal à faire du reporting. Ceci dit, comment est-ce que la technologie et la réglementation, parce que pour moi, ce sont ces deux aspects-là qui sont importantes pour faciliter justement la fiabilisation des indicateurs. Sur la technologie, on a déjà le cloud qui permet d'implémenter des systèmes d'IA ou pas d'IA de data beaucoup plus facilement. On parle de quelques minutes par rapport à quelques mois, même analogique que tout à l'heure. Donc le cloud est un vrai vecteur de transformation pour ça. On a aussi des accès à l'information qui sont beaucoup plus facilités qu'il y a quelques années. Auparavant, chaque acteur devait aller sur chaque entreprise pour trouver l'information, passer par des market data providers qui sont très chers pour trouver de l'information quand elle est disponible, et quand c'est du non-côté, il faut aller analyser à la main les rapports de chaque entreprise. Donc ça prend du temps, c'est vraiment quelque chose de compliqué, et c'est là où maintenant on a des accès à des plateformes sur le cloud, on a des marketplaces de données, on a aussi l'IA, pour en parler un instant, qui permet d'extraire de la donnée beaucoup plus facilement. Donc les processus de NLP, Natural Language Processing, existent depuis très longtemps, mais l'IA générative facilite l'extraction des données. On est capable aussi, un peu comme des papiers de recherche, l'IA est capable de détecter si la méthodologie de recherche est robuste ou pas. De la même manière, on peut estimer si un rapport annuel sur les données ESG est robuste et fiable, ou si on est dans un cas de greenwashing. Ça, c'est des cas d'usage d'IA qui, à mon avis, sont assez sensibles à mettre en place. Et puis on a aussi tout ce qui est génération de documentaires, puisqu'en fait on a déjà des startups qui proposent d'utiliser de l'IA pour faciliter la génération de reporting CSRD, ou SFDR d'ailleurs, pour ce type d'usage. Oui, c'est bon. Merci Sébastien. Donc on a vu des projets éparpillés un petit peu partout dans le monde avec une obligation de faire en sorte que ces projets puissent expliquer qui ils sont, ce qu'ils font pour arriver jusqu'à ceux qui vont investir dans ces projets. Des données qu'on est obligé d'organiser parce qu'elles sont de plus en plus hétérogènes, mais on en trouve. Donc tout ça, c'est, on va dire, le sourcing. Il n'en demeure pas moins que, bon, ok, ça nous permet de sélectionner les projets, mais on n'a toujours pas trouvé les sous. Donc il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on soit en capacité de traduire à nouveau ces informations à destination des investisseurs qui vont ainsi démontrer le bien fondé de leur choix. Et donc, Deyane, vous êtes professeur-chercheur sur ces sujets et vous allez nous expliquer un petit peu comment vous faites. Oui, bonjour. Alors merci pour cette invitation de 5T, et puis les différentes présentations étaient très intéressantes. Alors pour poursuivre sur ce qui a été dit, donc il y a la question de la qualité des données. Donc beaucoup de travail est aujourd'hui fait sur la qualité des données environnementales, sociales et de gouvernance, comme Sébastien l'a bien expliqué. On note notamment que la réglementation aide beaucoup, donc à standardiser les données, à rendre les données comparables d'une société à l'autre, ce qui est très utile aux investisseurs. Et par ailleurs, comme ça a été dit, on peut le préciser, on a de plus en plus d'outils IA et de start-up, donc d'outils IA fournis par des fournisseurs de données actuels ou des start-up qui se sont lancés dans la production de données ESG à destination des investisseurs. Donc, cette partie-là est aujourd'hui assez bien couverte par les entreprises, par les fournisseurs de données, ce qui l'est beaucoup moins, et ce qu'on a constaté au sein de l'institut que je dirige, qui s'appelle AI for Sustainability, c'est qu'on observe que les investisseurs ne savent pas encore, enfin, ils sont très bons pour récupérer les données, ils ne savent pas encore comment les utiliser. Alors, ils ont plusieurs soucis, la problématique de données contradictoires. Donc ça, c'est très bien documenté dans la recherche, mais aussi dans les travaux qui sont faits par les gestionnaires d'actifs eux-mêmes. Il y a une dispersion forte des scores ESG, donc des scores qui sont attribués aux entreprises sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc il y a une dispersion
qui ne permet pas aux investisseurs de distinguer clairement quelles entreprises sont intéressantes ou pas. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur cette question d'usage, comment reprendre ces données et comment les rentrer dans des modèles financiers pour prendre des décisions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la finance durable, ça représente à peu près 2000 milliards d'euros. Le besoin de financement annuel, donc 2000 milliards d'euros en flux par an, le besoin en financement annuel pour atteindre l'objectif de 1,5 degré est de entre 7 et 9 milliards 9 000 milliards d'euros par an. Donc on est très loin des objectifs, très très loin. Et une des raisons, c'est effectivement le choix des projets, l'absence de projets et la difficulté à identifier les projets positifs ou non. Alors, où est-ce que l'IA peut aider? Qu'est-ce qui est particulier à l'IA aujourd'hui? L'IA, d'une part, a une capacité de prédiction extrêmement forte. Donc c'est vraiment une force de l'IA. Alors vous disiez que vous étiez statisticien, économètre. Si on compare, alors ici vous avez un graphique, on compare on comprend tout de suite beaucoup mieux. On va comparer des portefeuilles, donc des listes de projets dans lesquels on va investir en se servant des modèles traditionnels, des modèles d'investissement qu'on utilisait jusqu'à aujourd'hui, avec la performance d'un portefeuille, donc d'un groupe d'investissement qu'on a fait avec de l'IA. Et ce que vous constatez, alors c'est effectivement pas évident à lire, je vais vous aider un peu. La ligne rouge, c'est la performance du portefeuille conçu avec de l'IA. La ligne noire, c'est, on va dire, le marché. Donc là, ce que vous voyez ici, et après la ligne bleue, c'est le modèle qu'on utilise habituellement, qui est un modèle traditionnel qu'on appelle Fama French. Donc il y a un écart qui est considérable de performance quand vous utilisez, c'est les mêmes données, hein, on utilise exactement les mêmes données, c'est juste qu'on fait le portefeuille avec un réseau de neurones, ligne rouge, ou avec un modèle traditionnel, ligne bleue. Donc même données, on a juste changé le modèle. Donc on voit déjà le gain à simplement utiliser les mêmes données et de changer de modèle en termes de performance. Pourquoi aujourd'hui le monde de la finance? Parce que, évidemment, ça, l'article que vous voyez au tableau, il a été publié en 2017, il ne date pas d'aujourd'hui, il date de quelques années. Vous allez me dire, mais pourquoi les investisseurs ne l'utilisent pas? Et cet article, je l'ai présenté à plusieurs gestionnaires d'actifs, investisseurs, banques d'investissement, etc. Beaucoup me disent qu'ils n'utilisent pas ces modèles de réseau de neurones. Et pourquoi? Alors, première explication, c'est que un des grands défauts de l'IA, et de l'IA ici utilisée, que sont les réseaux de neurones, c'est qu'on ne peut pas expliquer les résultats. Elle est très performante, mais vous ne savez pas d'où viennent les résultats que vous obtenez. Ça, boîte noire. Exactement. La fameuse boîte noire, la fameuse algorithme. Problème de la boîte noire. Second problème, il y a aussi un problème culturel. On a, en France, particulièrement en Europe, une méfiance forte vis-à-vis de l'usage de ce type de technologie. Je vais vous donner un exemple. Tous les sondages qui sont faits auprès de la population française, un des derniers que je peux citer, qui est sur la confiance numérique, où les Français, à 56%, disent qu'ils ne font pas confiance aux IA. Donc il y a une question aussi culturelle qui fait que les acteurs financiers sont des Français, sont des Européens comme tout le monde, on n'utilise pas ces modèles. Or, dans la finance, tout le monde le sait, c'est la confiance. Donc, la confiance, effectivement, elle est absolument fondamentale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a de plus en plus de technologies de blockchain avec des nœuds de confiance qui font qu'on avance plutôt pas à pas, mais à chaque étape, on est sécurisé. Du coup, c'est difficile à expliquer. Sébastien, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Effectivement, pour expliquer à l'investisseur particulier, c'est pas gagné.
Alexandre, je voudrais revenir un petit peu vers vous. On l'a évoqué, ça a été évoqué tout à l'heure par Corinne Lepage. On a parlé rapidement donc des crédits carbone. Crédits carbone qui sont effectivement, ça a été rappelé à bas coût, une opportunité, une manne de financement sur laquelle on voudrait s'appuyer, mais qui ont quand même beaucoup souffert de la confiance qu'on pouvait leur faire. Alexandre, votre opinion sur ce retour un petit peu sur le devant de la scène des crédits carbone, retour nécessaire? Alors, il s'est passé un phénomène, on est dans un marché du carbone que moi je qualifie de 3.0. Et le marché du carbone 1.0 étant la période du protocole de Kyoto, qui a été négocié en 1997 et qui s'est arrêté parce que, essentiellement parce que les Européens qui le portaient ont décidé de changer de fusil d'épaule, de ne plus acheter des crédits carbone auprès des pays du Sud pour une partie qui était à peu près 10% dans le système d'échange de quotas. Alors tout le monde n'est peut-être pas familier avec ce système de quotas, mais il y a un marché du carbone européen depuis 2005 qui est extrêmement performant. Donc ce marché-là, il fonctionne depuis plus de 20 ans et c'est la Rolls-Royce du marché carbone. Donc on peut être fiers, nous Européens, d'avoir ce marché-là. On a un prix du carbone au sein du UETS, ce qu'on appelle le UETS en anglais, qui est monté à 100 € juste après la crise ukrainienne. Enfin, la crise, elle existe toujours, mais au moment où ça a démarré, qui s'est stabilisé parce que les marchés de l'énergie aussi sont stabilisés. Donc, mais les Allemands, parfois, que l'on critique, certaines personnalités françaises critiquent les Allemands, ils payent ça très cher. Ils payent leur usage du charbon pour un moment si diversifié en 2022 parce que le prix est monté à 100 € et le consommateur, enfin les producteurs d'électricité qui utilisent du charbon, le payent. Bon, voilà. Donc c'est un choix. Ils le payent. Aujourd'hui, donc dans ce marché-là, il y a des marchés comme le marché européen qui sont extrêmement fiables. Ce qui s'est passé dans la période 2.0, dans Nord-Sud, je parle de la perspective Nord-Sud, c'est qu'on était dans un marché totalement volontaire. Donc moi j'étais très critique par rapport à ça. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir des entreprises, il y en a un certain nombre ici, et des directeurs RSE, développement durable, etc., qui ont dû avoir recours au marché carbone pour compenser leurs émissions de CO2. Mais c'était fait de façon volontaire et c'est en achetant des crédits carbone auprès de standards privés. Donc, il n'y a pas de réglementation. C'est-à-dire qu'on peut émettre du papier carbone comme on pourrait mettre de la monnaie de façon privée. Donc, ça a des limites. C'est pour ça qu'il y a eu un retour de bâton avec les scandales que l'on a vu apparaître dans la presse sur les marchés du carbone volontaire récents. Avec l'accord de Paris, je m'arrête là, il y a un article qui est l'article 6, effectivement, Madame la ministre Lepage en a parlé tout à l'heure, qui est l'article 6. Alors c'est un peu complexe, mais il y a deux sous-articles. 6.2, c'est la possibilité entre pays nord et sud d'acheter et de vendre des crédits carbone. Nous, on travaille, par exemple, de façon concrète, dans un accord entre la Norvège et le Maroc. Et la Norvège est extrêmement exigeante sur ce que Madame la ministre avait mentionné tout à l'heure, c'est l'additionnalité, c'est-à-dire la nécessité pour celui qui bénéficie de la finance carbone d'avoir un projet qui soit financièrement en besoin. C'est-à-dire sans finance carbone, le projet ne se ferait pas. Donc les Norvégiens sont extrêmement exigeants. Donc ça, c'est 6.2. Et 6.4, c'est de nouveau le secteur privé qui pourra aussi utiliser ça. C'est pas encore tout à fait fini dans le design de ces transactions qui vont venir. Alors, on a des investisseurs qui reviennent là-dessus, et l'IA, pour juste terminer là-dessus, est évidemment utile pour vérifier qu'il n'y a pas de fraude sur les crédits, etc. C'est un outil formidable pour s'assurer qu'il n'y a pas de double comptage, pas de fraude, etc. Donc, on se sert de l'IA pour ça. Et il y a une valeur ajoutée importante sur cet actif-là, comme sur le reste des statistiques ESG, etc. Donc tout ça permet effectivement de restaurer un petit peu la confiance. On reste quand même sur des domaines d'une extrême technicité. Et déjà, les banques, le secteur financier, c'est pas toujours évident de comprendre les courbes. Alors vous imaginez l'investisseur un peu moins averti.
en fait, on conserve encore une difficulté pour parler avec l'investisseur final du fait que, oui, je t'assure, ce que tu as fait là en investissement, c'est bon pour la planète, et voilà. Sébastien, il existe aujourd'hui de plus en plus d'outils pour communiquer, mais comment on fait? Et je vais venir à ta question, mais avant, je voudrais revenir sur le point de Dejean tout à l'heure, qui pour moi est fascinant. Parce qu'on en parlait tout à l'heure à la pause, il y a deux choses que tu n'as pas mentionnées. C'est que d'une part, ces algorithmes, donc là tu t'es focalisé sur la partie financière, la performance financière du fonds, mais c'est relativement facile aussi d'intégrer les critères ESG. Donc c'est un autre bénéfice de ce type d'algorithme. Moi j'ai parlé aussi des asset managers. La raison pour laquelle tu as mentionné l'explicabilité, c'est pas juste qu'ils se l'interdisent, c'est vraiment le régulateur, la CPR, leur demande de pouvoir expliquer les décisions. Et avec des réseaux de neurones qui sous-tendent la technologie de l'IA génératif, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et ce qui est malheureux, c'est qu'aux États-Unis, il y a des fonds qui utilisent cette technologie, qui existent, il n'y a même pas de gens qui valident à la fin. Donc, on se pose la question aussi de la compétitivité sur ce type d'activité. Donc ça, c'est juste pour rebondir dessus que je trouvais extrêmement intéressant l'exemple. D'autre part, donc pour revenir à ta question, tout à l'heure, j'ai plus parlé des aspects de technologie, comment la technologie peut aider à fiabiliser les indicateurs. Il y a aussi pour moi la réglementation qui est importante sur plusieurs aspects. Donc déjà la standardisation des données, on en a parlé légèrement. Il y a donc les standards ESRS qui sont des standards techniques qui permettent au moins à tout le monde de parler à peu près le même langage sur les indicateurs qu'on reporte. Et encore, donc il y a des formats aussi, par exemple les asset managers, il y a un format européen qui s'appelle EET, European ESG Template, qui permet de standardiser la manière dont on communique les données aux investisseurs, ce qui permet d'être un peu plus efficace. Maintenant, il y a quand même 1000 points de données dans ce fichier à analyser. Et puis, comme je le disais, ces données ne sont pas forcément disponibles pour les sociétés plus petites. D'autant plus la réglementation européenne s'est assouplie récemment et que les sociétés de taille moyenne ont un peu plus de temps maintenant pour reporter les données. Et je termine sur une autre initiative réglementaire qui est assez peu connue, dont on parle peu beaucoup, mais qui a été validée il y a 1 ou 2 ans, qui s'appelle l'ESAP, European Single Access Point. Donc c'est l'ESMA, donc un organisme réglementaire européen qui supervise l'implémentation de cette plateforme. À partir de 2027, mi-2027, normalement, elle devrait être en production. Et ça permettra à tout un chacun, le grand public, mais aussi les investisseurs institutionnels, d'accéder à toutes les informations des entreprises, donc l'information financière et à partir de mi-2028, extra-financière, donc ESG, ce qui pour moi était un autre vecteur de facilitation d'accès à l'information. D'autant plus que si d'ici là, la CSRD s'applique aux entreprises dans les ETI, les PME, ce sera d'une part plus facile pour elles, ce sera fait de manière standard, une seule fois pour tous les investisseurs, et ça permettra surtout, pour revenir un peu à l'introduction, ça permettra surtout de flécher les investissements, non pas uniquement vers les sociétés pour lesquelles on a de l'information, mais aussi pour d'autres sociétés, de les rendre plus visibles et donc de bénéficier à leur croissance et à leur transition si elles ont des projets positifs. Voilà. Et là, on est resté vraiment dans le monde institutionnel que je connais très bien. Et un gérant de fonds est tout à fait capable, voire c'est son intérêt, d'être très fin dans les analyses des données pour s'assurer que c'est en ligne avec sa stratégie d'investissement. Par contre, je me souviens d'une conférence qu'on avait fait avec quelqu'un qui était dans la banque privée. Il nous racontait tout le mal qu'ont les conseillers à expliquer à des gens pourtant financièrement relativement éduqués dans la banque privée ce que c'était que les articles 6, 8 et 9, qui sont donc un peu les seuls indicateurs disponibles sur le marché qui n'étaient pas censés être des indicateurs. Hein. C'est des articles d'une réglementation, c'est les seuls qui existaient. Donc le marché se les a accaparés. Article 6, c'est que c'est pas ESG. 8, il y a des considérations ESG. Et 9, il y a des impacts plus forts. Voilà. Donc en fait, comme c'était la seule notation, entre guillemets, à peu près officielle sur le marché, on s'en est emparé, mais elle n'était pas faite pour ça. Elle n'est pas claire, elle n'est pas non plus tout à fait fiable, elle n'est pas non plus exacte. Et donc il y a une révision de cette réglementation qui est en cours, qui vise à la simplifier avec le grand public justement en ligne de mire. Parce que pour le grand public, savoir ce que c'est un fonds 6, 8 ou 9, ou vraiment comprendre quel fonds choisir l'un par rapport à l'autre, c'est quand même pas simple. Sébastien, donc effectivement, bon, ok, en tant que particulier, on va tous réussir à comprendre à peu près ce qu'on fait, mais les investisseurs particuliers, ils ont aussi une préoccupation dans leurs investissements, c'est souvent leur maison, investir dans leur habitat, et c'est pour ça que Gilles nous accompagne dans cette table ronde.
Gilles, vous êtes président de la Fondation des transitions. Et vous, en fait, c'est accompagner effectivement le particulier sur l'investissement de ce qui fait son quotidien, à savoir son habitat en particulier. Non, mais c'est bien, vous prenez soin des batteries. Merci de m'avoir invité. On m'avait donné un temps. Vous allez voir, il y a plein de slides, donc je vais passer hyper vite parce que j'ai beaucoup moins de temps. Donc j'avais deux possibilités. Soit je scratch une partie et je considère que c'est un teasing. Soit je fais comme dans Netflix et je parle beaucoup plus vite et je me mets en 1.5. Mais là, je trouve que ça va commencer à être un peu compliqué, surtout en fin de journée. Et je ne sais plus qui se plaignait tout à l'heure de parler juste après le déjeuner. Peut-être c'est encore plus difficile de parler au moment du goûter. Voilà, donc je m'appelle Gilles Béraud, je préside la Fondation des transitions. Et je m'occupe aussi, je suis en train de fonder une start-up sur ces questions de financement. Je viens juste de finir de monter une ONG qui effectivement s'occupe de la précarité énergétique, de l'exclusion énergétique, c'est-à-dire comment faire que les plus pauvres, les 500 000 propriétaires occupants en France qui vivent dans des passoires thermiques, comment faire pour qu'elles puissent accéder à des logements qui protègent, où on se sent bien, etc. Alors, je vais aller extrêmement rapidement. Si le Pavlov marche, tout va bien. Hop. Non, mais en plus, j'ai problème d'affichage. Ça va être... Alors, on va gagner plein de temps. Alors, voilà. Bon, alors, ce que je racontais au début, là, les slides, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. C'est qu'on est dans une société qui accélère au niveau des transitions. Donc, il y a une convergence des transitions. D'abord, il y a les questions climatiques qui changent tout, mais il y a aussi une accélération du temps. Quand l'invention de l'écriture a mis 3000 ans à transformer la société, l'imprimerie de Gutenberg a mis 300 ans à changer la façon de faire du commerce, de voyager, de communiquer, d'apprendre, etc. L'Internet, 30 ans. Et l'IA, ça fait plutôt 3 ans, quoi. Mais Gutenberg, avant que ça transforme tout, il y a eu le siècle des Lumières. Et là, on vit dans un monde de l'immédiateté. Et par ailleurs, on vit dans un monde de l'espace complètement transformé. Vous allez comprendre pourquoi j'y arrive après. Juste une anecdote. Il y a les espaces mondiaux, les espaces locaux. On a vu le renforcement pendant le Covid, mais aussi les espaces numériques. Pendant le Covid, mon fils, qui devait avoir 17 ans, je crois qu'il était en première année ou deuxième année d'école d'ingénieur, il me dit « je me suis fait un super copain, un nouveau copain, on a joué, machin, etc. » Je lui dis « mais il s'appelle comment ?» Blabla, il fait quoi ? Il est en école d'ingénieur, là. Et je lui dis « mais il habite où ?» Il me dit pas « je sais pas ». Il me dit « mais pourquoi tu me poses la question ?» Ça veut dire qu'il y a une intégration d'espace aujourd'hui qui transforme complètement notre façon d'être dans un moment d'accélération où c'est plus qu'il y a de la vitesse et de l'accélération, mais on est face à des enjeux sociétaux extrêmement importants dont la courbe ne fait qu'augmenter alors que les initiatives sont de plus en plus nombreuses. Donc moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est comment on change l'échelle. Et pour ça, il y a 5 éléments qu'il faut absolument prendre en compte et en même temps, et c'est bien la difficulté. C'est renforcer les capacités et les talents, faire venir les talents, etc. Donner toute la place à l'innovation technologique, ça c'est notre sujet d'aujourd'hui, mais aussi transformer les comportements en se posant la question de l'acceptabilité, et là on voit bien les petits problèmes générationnels que ça peut poser, mais aussi réinventer les financements, et bien évidemment gérer les temporalités, parce qu'on ne fait pas les choses dans l'instant, et pourtant on a l'impression de vivre dans une absolue transformation du temps, mais c'est quand même juste un peu fatigant et compliqué. Mais en plus, comme on accompagne des transitions, il y a 4 règles dans les transitions. Il faut qu'elles soient utiles, agréables, efficaces et inclusives. Parce que si on laisse les gens de côté, ça ne va pas. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait 2 milliards, je ne sais plus combien, on est sur les questions d'accès à Internet numérique dans le monde. Mais globalement, on voit bien quand tout le travail qu'on a pu faire d'excessivement mobiliser les gens vers la transition, de la transformation et le changement de comportement. Je ne sais pas que vous avez eu l'occasion de passer dans un aéroport cette année. Moi, ça m'est arrivé une fois. Tout était plein. Les autoroutes sont pleines, etc. Donc, on a plus ou moins raté les changements de comportement. Maintenant, il y a la question technologique derrière, d'autant qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète. Et là, on est face à une vraie difficulté. Alors, si tous les slides... ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, voilà. Bon. Alors, je vais raconter, c'est sympa aussi de parler sans images. Donc, on a créé un collectif sur ces 5 données. Donc, c'est la Fondation des transitions qui a défini une méthode changement d'échelle. Et il y a un atelier, c'est appelé justement donner accès de façon massive à des logements qui protègent par la rénovation énergétique, à des familles en grande difficulté de vie.
Et la question, c'était de répondre à tout ça en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de construire de la coopération. On met côte à côte des entreprises, des collectivités, des chercheurs, des ONG. Et là, on voit tout de suite que c'est quand même un peu compliqué de se doter des démarches communes. Donc ça veut dire qu'il faut écrire un scénario en commun. Et après, il faut le mettre en œuvre. Dans le cas de Stop Exclusion énergétique, on a créé un fonds pour financer du reste à charge. Emmanuel Béard avait accepté de parrainer, d'être la porte-parole dans les médias. On a créé un métier d'accompagnement, et je vais y revenir. On a mis en place des outils différents et variés. On a créé des territoires zéro exclusion énergétique. Et ça veut dire que d'un seul coup, pour régler un problème, il faut être à l'échelle. Il faut être à l'échelle de façon massive et avec des financements extrêmement importants. Bon, on a aussi la pédagogie, on a créé évidemment des fresques, hein, c'est très à la mode, mais ça marche. Il manque toutes les images, c'est juste bon, voilà. Mais la question, c'est celle de l'accompagnement. Donc ça, avant d'arriver à la technologie, vous allez voir, je suis dans les délais. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'humain qui accompagne, notamment quand vous adressez aux gens aux plus grandes difficultés de vie, dans une souffrance financière, culturelle, de santé et autres. Souvent, ils sont en problème d'autonomie et donc il faut de l'accompagnement humain. Donc on est sur un parallèle. On va apporter de la technologie, des moyens, etc. Et à côté de ça, en même temps, il faut qu'il y ait de l'humain qui tienne la main des gens. Pour accompagner les 500 000 familles propriétaires occupants et pour qu'on puisse régler le problème en 10 ans, donc il faut quand même les architectes, les matériaux, les financements, etc., on a calculé qu'il fallait 12 000 professionnels. Donc on est en train de créer un institut, enfin ils sont en train de créer un institut parce que moi je vais avoir 65 ans, donc je trouvais que gérer 35 jeunes que j'ai mis 2 ans à recruter, c'est plus de mon âge. Enfin je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de laisser la place, mais vraiment n'hésitez pas. Mais ça existe. Et la structure maintenant, elle a 7 millions de budget par an, elle fonctionne, il y a des jeunes, mais l'Institut forme 300 personnes par an et c'est tout petit. Donc il faut changer d'échelle. Mais s'il n'y a pas cet accompagnement humain, ça ne marche pas bien. Donc l'association, sans les images, prochain coup j'enverrai un PDF, c'est un truc qui marche mieux, que le PowerPoint. Mais si vous voulez, je vous mettrai le PDF à disposition. L'association multi-acteurs regroupe aussi bien le Secours catholique, la Fondation, ex-Fondation Vépierre, donc la Fondation pour le logement des défavorisés, que Saint-Gobain, que des banques, que des collectivités locales. Mais derrière tout ça, il y a, dépendamment de la technique, il y a quand même une vraie difficulté, c'est qu'il faut arriver à travailler ensemble. Et c'est pas si simple. On était confronté à un vrai risque, et c'est à ça que je consacre une partie de mon temps maintenant. C'est dans tous les risques qu'on avait identifiés et qui a même créé un blocage, c'est qu'il y a les fraudeurs. Il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les fraudeurs s'adressent d'abord aux gens en plus grande difficulté. Voilà. Les pauvres souffrent plus des arnaques que les autres. Et on voit bien ce qui est en train de se passer, puisque le gouvernement, en 2 temps, a bloqué ce qu'on appelle MaPrimeRénov', enfin rénovation globale, puisqu'il y avait 16 000 dossiers frauduleux à 40 000 €. Vous faites le calcul, vous voyez, hein, c'est juste insupportable que de l'argent public serve à alimenter des fraudeurs. On a fait référence à la super série, je ne sais plus si c'est Netflix, Arte ou je ne sais pas quoi, non, Canal, sur l'arnaque à la TVA. Hein. C'est pas l'arnaque à la TVA, c'est à la TVA sur le carbone. Là, on est en train d'être confronté à ça dans la rénovation. Tracfin, tout ça, ils considèrent que 3% d'escroquerie sur un sujet de financement public, ça va. Bah là, non, on n'est plus à 3% et ça devient mafieux parce qu'en plus, ils sont super équipés. Si vous allez sur le dark, même sur certaines boucles WhatsApp, vous pouvez acheter la parfaite panoplie du fraudeur avec les faux devis, les faux outils, l'usurpation d'identité, etc. Ça marche, ça existe. Donc, ils sont en train de s'organiser. On était un peu en retard et donc nous, on est en train de créer une start-up. Pour vous situer, hein, on identifie quand même par an 229 millions d'euros d'arnaques sur MaPrimeRénov' et 236 millions sur le certificat d'économie d'énergie. Je vous explique tout après si vous voulez, mais là, j'ai pas le temps de vous expliquer les C2E. Mais en réalité, c'est beaucoup plus. Hein. On est probablement au-delà du milliard. Vous savez, c'est l'iceberg. Hein, quand on arrive à combattre la fraude sur un marché expansif comme ça, voilà. Alors, je vais passer très rapidement, mais la fraude, c'est plein de choses. C'est pas un truc. C'est l'usurpation d'identité, c'est l'usurpation de qualification professionnelle, c'est des doublons, c'est-à-dire qu'on fait un chantier, on le déclare 2 fois par 2 opérateurs différents. Voilà, on a balayé 70 possibilités de fraude.
Ça concerne tout le monde, hein, ça concerne la famille et les objectifs climat, mais ça concerne aussi les collectivités locales, 15% des financements publics, puis ça concerne aussi les artisans, parce que là c'est bloqué en ce moment. Nous, en ce moment, la CAPEB, la FFB, etc., c'est nos meilleurs amis, puisque de toute façon, on est en train d'essayer de sauver un marché au-delà, évidemment, des financements publics, parce que derrière tout ça. Alors là, c'est dommage, parce que là, on rentre vraiment dans le sujet que je voulais vous montrer. Enfin, bon. En tout cas, on est en train de construire une blockchain. Alors, c'est pas une blockchain ouverte qui consomme genre Bitcoin. Hein. C'est ce qu'on appelle de la blockchain. J'essaye de parler vite, alors donc je bafouille. De la blockchain de partenariat public-privé. Donc, il y aura des nœuds à la CAPEB, aux gens qui délivrent le RGE, à l'ANA qui fait des financements, enfin à l'État, et qui nous permet de sécuriser tout ça, et en s'appuyant sur la technologie française, d'une société qui s'appelle Ocode, qui est juste au nord, là, en Vendée, qui a déjà fait beaucoup de choses, et aussi sur l'imprimerie nationale, enfin ex-imprimerie nationale, qui s'appelle IN, qui est les champions du KYB, KYC. Voilà, c'est un peu technique, mais en gros, c'est l'identification. Voilà. Et donc, ça va se terminer, mais en tout cas, ça marche. Là, on est en train de faire des levées de fonds, évidemment, et puis on a impliqué autour de nous une quarantaine d'acteurs. Voilà. C'est dommage parce que j'ai des vrais outils, on aurait pu vous montrer un peu des éléments de techno, mais il n'y a absolument rien qui marche. Et je vais juste revenir sur mon dernier slide. Vous pouvez aller un peu plus loin sur des bouquins, mais ça, c'est une image. Je vous parlais de mon fils, et là, je vous parle de ma fille. Elle m'a dit un jour, on était dans la voiture, elle m'a dit « Papa, je suis content de ne pas être né avant ». Alors, quand vous êtes militant haut de gamme, vous avez tendance à vous culpabiliser, vous n'êtes pas tout le temps à la maison, etc. Vous êtes content que l'enfant aille bien. Mais la suite de la phrase, c'est parce qu'Internet n'existait pas. Eh bien oui, je pense qu'il faut raisonner comme elle. Et oui, on peut y arriver. Moi, je pense que je suis un peu déprimé, honnêtement. Mais je pense qu'en étant un peu joyeux, positif, participatif, et en n'étant pas contre la tech, parce que ça consomme, etc., mais en prenant purement ça en place et en étant capable de collaborer, ben oui, on va réussir à avancer très, très solidement face à ces grands enjeux sociétaux. Merci. Merci. Démultiplication de l'information, démultiplication des savoirs, transparence, loyauté, confiance. On est sur le bon chemin. Merci, messieurs.